Il pousse la porte vitrée comme on entr'ouvre une mémoire. Il s'attendait au même silence poli qui avait pris la maison depuis la mort de Renata. Mais le verre lui renvoie des éclats de couleurs et des voix aiguës qui se répondent. Dans l'herbe réveillée du jardin, deux petites têtes penchées sur une grande toile improvisée tracent des gestes rapides et joyeux. Leurs mains, jusqu'aux poignets, sont barbouillées de bleu, de jaune, de vert. À côté d'elle, agenouillée sur l'herbe, une femme aux cheveux rassemblés en chignon tient une palette, rit d'un rire doux et précis, corrige une position de pinceau comme on redresse une plante fragile. La scène ressemble à une peinture qu'il n'a pas le droit de regarder, et pourtant il est là, immobile, derrière la porte, regardant le jardin qu'il croyait mort renaître sous ses yeux. Vinicius sentit d'abord la curiosité, puis la surprise, puis cette pointe d'irréalité qui vous traverse quand le monde tranche avec tout ce que vous pensiez établi. Depuis 6 mois, la maison respirait par Renata, ses habitudes, son rire, la façon dont elle rangeait les livres sur la table du salon. Après le cercueil, après les fleurs, après les condoléances, il avait appris à habiter un vide organisé. Les jouets des filles étaient rangés dans des paniers, leurs vêtements étiquetés et pliés, mais personne ne disait plus « maman » comme avant. Il avait repris son travail, les réunions, les chiffres, comme on balaie un chagrin dans un coin pour ne pas y glisser la nappe entière. Les filles, Isabella et Valentina, avaient cessé de chanter. Elles erraient à l'intérieur comme si la maison était devenue un musée qui leur appartenait sans permission. Et maintenant, dans l'ombre douce de l'après-midi, tout cela était en train de se défaire. 2 voix riant, 2 corps dont les épaules se secouaient, des couleurs qui explosaient sur une toile. Il sentit la gorge serrée. Un souvenir l'attrapa, vif. Renata. Il y avait un an tenant une tasse de café, les yeux brillants en parlant du printemps qui venait. Le contraste était si net qu'il dut s'appuyer contre le chambranle pour ne pas vaciller. La femme s'appela Marina quand elle vit la porte s'ouvrir. Elle se leva d'un mouvement fluide, essuya ses mains sur un torchon sans se soucier des taches. Les filles sautèrent vers lui, sans distance, comme si l'homme qu'il était toujours existait pour elles. Leurs cheveux sentaient la terre et la peinture, leurs bouches étaient pleines de petits secrets. « Papa !» firent-elles en chœur, comme si un acte simple venait de réparer un point de couture. Vinicius sourit malgré lui. Le son de ce mot, après tant de silence, lui fit l'effet d'un coup de soleil. Il avança, regarda la toile, une explosion d'imprudence. Des soleils mal formés, des traces de mains en bleu turquoise, des maisons qui flottaient. Au bas de la toile, à la marge, plusieurs coups de pinceau plus sûrs, une signature peut-être, mais il ne s'attarda pas. Il reconnut dans les gestes qui laissaient ses traces une maîtrise qui n'était pas simplement enfantine. Marina se mit à parler doucement, expliquant la technique aux jumelles, montrant comment mélanger le rouge et le blanc pour obtenir un rose comme celui des joues au matin. Sa voix était posée, sans emphase. Elle tenait l'autorité avec simplicité. Il remarqua les ongles courts, la paume de la main qui avait des marques de travail, des petites cicatrices, la façon dont elle riait des petites fautes des filles sans jamais les corriger sévèrement. Il entendit aussi, sous ces mots, quelque chose comme une histoire. Des années où les pinceaux avaient été pour elle une échappée, des cours pris à la bibliothèque, des nuits à dessiner des visages sur des bouts de tissu, et puis la nécessité, plus tard, de gagner sa vie d'une autre manière. « Tu me casses l'habitude d'être triste », murmura-t-il sans réfléchir, et la phrase, sortie comme une pierre, lancée dans un lac, fit éclore un sourire chez Marina. Un sourire qui n'était ni de pitié, ni de curieuse compassion, mais d'une fraternité simple. Les filles, elles, ne comprenaient pas la tristesse comme un mur. Elles la traversaient comme on traverse un champ de fleurs. Elles essayaient, se piquaient parfois, mais revenaient à leur jeu. Vinicius passa la main sur son visage, essuya un coin d'œil sans le reconnaître. Il retrouva sa voix basse. « Merci ». Ce mot fut lourd de tout ce qui ne s'était pas dit depuis des mois. Marina acquiesça, sans en faire un drame. « Elles avaient besoin de bouger leurs mains, dit-elle, de parler sans le dire.
La peinture les aide à sortir des mots qui coincent. Elle choisit ses phrases comme on mesure les couleurs, avec précaution et une pointe d'économie. Il resta là, sans s'asseoir, regardant le tableau se remplir, et pour la première fois depuis longtemps, il vit ses filles regarder au-delà de leur propre peine. Isabella mélangeait un brin avec un enthousiasme incontrôlable. Valentina peignait ses chaussures en jaune, comme si peindre était un acte de révolution. Leur rire revenait timide d'abord, puis plus libre. Les fêtes étaient presque magiques, mais dans sa tête, Vinicius savait qu'il n'avait rien de surnaturel. C'était la patience de Marina, son regard qui ne cherchait pas à réparer, mais à accompagner. Un après-midi de mai, 6 mois après le dernier adieu, le jardin s'était métamorphosé en atelier clandestin. Le mur de la haie portait une guirlande de petites toiles, comme des promesses accrochées au vent. C'était là, dans cet endroit qui sentait la terre et le médium, que s'installait un nouvel état possible. Les premières semaines qui suivirent furent une succession de petits rituels. Marina arrivait le matin, passait par la cuisine où Célia préparait le café et s'asseyait un moment pour parler des filles. Elle connaissait leurs manies, savait que l'une préférait la musique et l'autre les animaux. Elle savait aussi que chaque anniversaire de Renata était une zone minée d'émotions. Elle travaillait comme aide ménagère et s'occupait du ménage, des repas parfois, mais elle trouvait toujours un trou dans le temps pour proposer une activité. Et l'activité devint le moyen par lequel la maison apprit à respirer autrement. Vinicius observa d'abord de loin. Ses rencontres avec Marina se limitaient au salon ou à de brefs remerciements à la fin d'une journée. Puis, un soir, il trouva un carnet posé sur la table basse. Des esquisses, des études de main, des visages incomplets. Certaines pages étaient datées. 3 mois plus tôt, un dessin d'Isabella tenant un chat. 2 semaines plus tôt, une étude du vieux chêne du jardin. Les dessins avaient une vérité simple. Ils attrapaient ce que les mots laissaient partir. Il prit le carnet, le feuilleta, et quelque chose se dessina en lui. Une reconnaissance brutale de son ignorance. Il se rendit compte qu'il ignorait jusqu'à ce que Marina veuille vraiment pour elle-même. Il n'avait jamais cherché à savoir si elle avait des diplômes, des rêves, des projets. Elle était là, fonctionnaire du foyer, et il la regardait comme on regarde une pièce essentielle de mobilier. Utile, stable, mais sans profondeur. Il commença à l'entendre autrement. À la table du dîner, il posait des questions sur les pigments, sur la manière dont on choisissait un médium. Elle répondait, et à chaque réponse, elle rendait le monde un peu plus lumineux. Un soir, elle parla d'un vieux professeur, d'un atelier communautaire où elle avait appris la base de la perspective, de la façon dont une bourse lui avait manqué autrefois. Elle dit « J'ai appris dans les livres, avec des nuits blanches, et parfois en regardant les gens dans la rue. J'ai des choses à explorer. » C'était dit sans plainte, sans illustration dramatique. C'était un constat posé comme on énumère des faits. Il y eut une autre découverte. Marina n'était pas seulement artiste pour elle-même. Elle utilisait la peinture pour parler avec les enfants, pour créer des rituels de parole. Lors d'un après-midi pluvieux, elle avait fait peindre les filles à l'intérieur, sous une vieille nappe étendue en protection, et leur avait demandé de peindre ce qu'elles imaginaient quand elles pensaient à maison. Les réponses furent des petits temples de sécurité, une fenêtre ouverte, un chat sur le rebord, une femme tenant une tasse. Vinicius, qui s'était imaginé que la page blanche de ses filles garderait l'empreinte de Renata pour toujours, vit que d'autres images pouvaient coexister. La peinture n'effaçait pas la mémoire, elle la plaçait à côté d'autres couleurs, comme autant de couches superposées dans un même tableau. Un après-midi, il se surprit à rester plus longtemps que d'habitude. Il avait pris l'habitude d'entrer, vérifier l'absence de bruit, puis repartir. Mais ce jour-là, il s'assit sur la pelouse, à une distance respectueuse, et regarda Marina guider les gestes des petites. Quand elle leva les yeux vers lui, leurs regards se croisèrent un instant. Il vit, au fond de son regard, une histoire qui n'était pas seulement faite d'efforts, mais d'un talent brut, domestiqué par le travail et la nécessité. Il pensa, pourquoi n'ai-je jamais demandé? Pourquoi ai-je laissé les choses se passer sans question?
Dans les jours qui suivirent, il se mit à faire des gestes discrets. Il laissa une nouvelle boîte de pinceaux sur la table de la cuisine, acheta des toiles plus épaisses sans expliquer pourquoi, ramena parfois un petit pot de médium. Il n'annonça rien. Ses présents restaient anonymes, comme des racines qu'on enterre pour qu'elles poussent à l'abri du regard. Marina, quand elle trouvait les choses, souriait avec la même simplicité et ne laissait pas transparaître un mot plus incisif que « merci ». Le mouvement qui s'installait dans la maison n'était ni frénétique ni théâtral. C'était une série de réajustements prudents. Vinicius commençait à assumer petit à petit une présence différente. Il venait chercher les filles à l'école quand il le pouvait. Il se coucha plus tôt pour être là le matin. Il participait à 1 ou 2 séances de peinture, maladroit, tenant un pinceau comme on tient une responsabilité nouvelle. Les jumelles l'ignoraient parfois, puis revenaient, le tirant par la manche pour qu'il tienne la palette. Par ses gestes, il reconquérait un rôle qu'il avait abandonné pendant les mois de deuil, non pas pour remplacer Renata, mais pour apprendre à être père dans un foyer qui changeait. Marina, de son côté, ne confondait pas la générosité et l'affection. Elle acceptait l'aide quand elle la jugeait utile, refusait-la quand elle la considérait humiliante. Un soir, invitée sans grande cérémonie à prendre un café dans la cuisine, elle posa une question à voix basse. « Vous voudriez que je fasse ça plus souvent avec elle ?» Sa manière d'interroger n'était pas un appel à l'emploi, mais une tentative de clarifier une frontière. Vinicius répondit « Si tu veux ». 3 mots simples, non officiels, mais lourds de promesses. Pour Marina, la proposition restait une possibilité fragile. Elle avait appris, depuis son adolescence, à mesurer les risques. Accepter trop vite une faveur pouvait devenir plus lourd que la dette d'une banque. Elle avait aussi ses propres projets, des ambitions qu'elle caressait en secret, l'idée d'étudier quelque chose pour elle-même, de fréquenter un atelier professionnel, surgissait parfois comme une lumière au fond d'un couloir. Elle en parla à voix basse avec un ami de confiance, une ancienne partenaire d'atelier, qui lui conseilla de garder une trace de ses œuvres, d'envoyer quelques toiles à des petites galeries, de ne pas se laisser enfermer. Vinicius observa tout cela avec une attention nouvelle. Il lit des brochures en ligne, compara les cours du soir, prit des notes sur des dates de rentrée. Un soir, il trouva un prospectus pour une école d'art qui proposait des formations certifiantes avec des bourses partielles. Il se surprit à imaginer Marina debout devant un chevalet dans un atelier modulé par la lumière, discutant avec un professeur de perspectives et de couleurs. L'image le remplit d'un mélange d'excitation et de peur, excitement pour le possible, peur pour la nouveauté. Lentement, la question qui avait été un poids se transforma en décision sur le fil de la pensée. Il se demanda comment formaliser une offre qui ne blessa pas la dignité de Marina. Il n'avait aucune envie que cela fût perçu comme un acte de charité condescendante. Il voulait que son geste soit entendu comme reconnaissance d'un talent, comme investissement dans quelque chose de vivant et de juste. Il décida d'en parler, de façon claire, à Marina, mais il se préparait aussi à entendre un refus. Quelques jours plus tard, la maison eut une visite inattendue. Donna Marlène, la mère de Vinicius, arriva de São Paulo pour un long séjour. Sa présence était un événement en soi. Marlène avait toujours été une femme de manière nette, de jugement stable et d'une idée très définie de ce qui convenait à une famille comme la leur. Elle entra dans la maison avec son sac, salua les filles d'un ton cérémonieux, évaluant chaque plafond et chaque tableau avec un regard critique. Elle remarqua sans surprise la toile accrochée dans le jardin, cette explosion de couleurs qui tranchait avec le reste de la demeure. Le soir, au cours du dîner, Marlène fit glisser une remarque qui retomba comme une pierre dans la nappe. « Qui a peint ça ?» demanda-t-elle, son ton neutre masquant mal l'étonnement. Sa voix cherchait l'adresse du propriétaire, le bon nom à associer à l'œuvre. Vinicius répondit avant de réfléchir « Marina, elle fait ça avec les filles !» Il attendit la réaction et la trouva presque immédiate. Un petit plissement au coin des lèvres, un froncement d'yeux. « Avec des enfants ?» fit Marlène, comme s'il s'agissait d'un détail anodin.
Ce n'est pas une occupation digne, une femme a un rôle, Vinicius. Il sentit une colère douce monter en lui, une inconsidération pour l'autre que la familiarité de la relation ne justifiait pas. Il se trouva à défendre sans même avoir planifié une ligne de défense. Marina, qui n'était pas là à table, devenait soudain l'enjeu d'un discours plus vaste sur place sociale. « C'est plus que ça », dit-il mesurant chaque mot. « Elle fait un travail avec les filles, elles sont plus vivantes depuis qu'elle est là. » Sa réponse n'était pas agressive, elle était simplement posée, une déclaration qui voulait clore le sujet. Marlène posa sa fourchette et le regarda comme on fixe une décision inexplicable. « Tu embauches des aides, Vinicius, mais tu dois te rappeler de qui nous sommes. » La phrase resta en suspension. Il sentit que cette réserve n'était pas seulement pour Marina, elle allait tarauder l'idée même que sa maison changeât, que la famille se redéfinisse en dehors des codes qu'elle connaissait. Il comprit que s'il voulait agir, offrir une opportunité à Marina, tirer la maison d'un deuil qui stagnait, il devrait aussi affronter les résistances familiales. Plus tard, sans trop savoir pourquoi, il prit à nouveau le carnet de Marina. Il feuilleta les pages remplies d'esquisses et trouva un dessin, à la fin, que personne ne remarquait. Un jardin, vu de haut, où des petites figures humaines formaient un cercle autour d'une toile. Au centre, un petit point noir qu'on dirait un cœur. Vinicius resta longuement devant ce dessin. Il sentit qu'il regardait la carte d'un lieu où il n'avait pas encore le droit d'aller, mais vers lequel il était irrésistiblement attiré. Il ne parla pas encore du projet. Il se contenta de glisser une feuille de papier dans sa poche, une note, quelques lignes griffonnées, atelier, bourse, parler avec Marina. Il était en train de dessiner, à sa manière, la possibilité d'un changement. Ce soir-là, il passa un long moment près de la fenêtre, regardant les silhouettes noires des arbres et la guirlande de petites toiles agitées par le vent. La maison, qui avait été longtemps un mausolée silencieux, laissait maintenant filtrer des couleurs par une fenêtre. C'était presque imperceptible, mais irréfutable. Le jardin riait à nouveau. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour suivre la suite. Les semaines suivantes développèrent une délicate chorégraphie. Gestes nouveaux, conversations prudentes, gestes de reconnaissance que Vinicius apprenait à traduire en actes. Il commença à petits pas à formaliser une proposition. Une place de responsable des activités culturelles pour Marina, un horaire adapté, la possibilité d'utiliser une pièce de la maison comme petit atelier et une aide pour s'inscrire à des cours du soir. Il ne parlait pas d'argent comme d'un paiement d'affection. Il voyait cela comme une manière de reconnaître un talent et de permettre à ce talent d'avoir une chance de grandir. Marina prit le temps de réfléchir. Elle posa des questions pratiques. « Les enfants seront toujours prioritaires ?» demanda-t-elle. « Je ne veux pas que ce soit quelque chose qui les remplace. » Sa façon d'énoncer les choses montrait qu'elle évaluait l'équilibre entre l'aide et l'autonomie, entre la gratitude et la dignité. Elle se souciait aussi de ne pas devenir un motif de conversation. « Je ne veux pas créer d'histoire, » dit-elle sobrement, en parlant non seulement pour elle-même, mais pour les filles, pour la maison. Vinicius comprit l'enjeu. Étendre sa main sans envahir, proposer sans exiger de reconnaissance publique, offrir sans infantiliser. Il proposa des conditions, un poste clair, un contrat simple, des horaires, et surtout la possibilité pour Marina de refuser si elle le jugeait humiliant. Il voulait que l'offre soit une porte ouverte, pas une corde qui attacherait ses pas. La conversation qui suivit fut l'une des plus honnêtes qu'ils eurent tous les deux. Ils parlèrent de limites, de temps, d'expectatives. Ils parlèrent aussi, pour la première fois ouvertement, de la peur de se tromper, la peur d'être jugé, la peur de rompre un équilibre instable. Marina accepta finalement, mais à sa manière. Elle demanda un essai, 3 mois pour voir comment les choses se passeraient, et la possibilité de mettre fin à l'arrangement si cela devenait trop envahissant. Cette condition témoigna de sa volonté d'être l'actrice principale de sa propre histoire, et non un rôle secondaire choisi par d'autres. Le matin où elle signa un document écrit sur un coin de nappe,
des mots simples, des horaires, des responsabilités, Vinicius sentit une étrange émotion. Ce n'était pas l'achèvement d'une course, mais l'ouverture d'une trace. Il prit soin d'expliquer tout clairement, de s'assurer qu'elle comprenait et qu'elle avait le dernier mot. Le geste formait une alliance. Elle apportait son art et son soin. Il offrait des ressources et une liberté pour que cet art grandisse. Dans les jours qui suivirent, la maison se transforma doucement. Une pièce au bout du couloir fut libérée pour devenir l'atelier. Des étagères remplacèrent des bibelots et des pots de peinture restèrent visibles sur une table basse. Les filles eurent un rituel. Peinture le mercredi après-midi, musique le vendredi. La maison commença à respirer plus large. Mais la décision n'était pas sans conséquences. À l'extérieur, certains murmures circulèrent. Une visiteuse dans le quartier s'exprima sans délicatesse. Et, dans l'ombre, Donna Marlène continuait d'observer. Vinicius sut que son acte serait un motif de conversation, de questionnement sur l'ordre social. Il sut aussi que, pour la première fois depuis longtemps, il mettait son poids là où sa parole pouvait transformer la réalité d'une autre personne. C'était une responsabilité nouvelle. Il se sentit à la fois léger et lourd, comme si la maison avait repris une partie de sa vie propre, et il devait apprendre à s'y situer autrement. Une semaine après la signature, alors que le soleil d'été commençait à allonger les après-midi, Vinicius trouva Marina au jardin, assise, regardant une toile sèche. Elle avait les mains tachées d'un bleu qui semblait venir d'ailleurs. Elle leva la tête quand il s'approcha. « Tu penses que je vais tenir ?» demanda-t-elle sans détour, comme si elle cherchait une mesure de ses forces. Il hésita puis dit « Je pense que c'est toi qui le diras, mais je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive, tu as ma parole. » Ces mots étaient simples. Ils portaient une promesse qui, pour la première fois depuis longtemps, était formulée à haute voix dans cette maison. Marina sourit, un sourire qui mêlait gratitude et prudence. Elle posa la main sur la toile comme un geste de protection. La lumière tombait oblique sur le jardin et dessinait des ombres longues, des promesses qui n'avaient pas encore de nom. Vinicius resta un moment regardant la diptyque improvisée des filles et de Marina, puis il tourna les talons. Dans sa poche, le papier qu'il avait griffonné était encore présent. Atelier, bourse, parler avec Marina. Il savait qu'il devait maintenant transformer ses mots en actes concrets, trouver la manière d'inscrire son geste dans le monde sans le réduire à un cadeau condescendant, sans briser la dignité qui faisait partie de Marina. Il ne savait pas encore comment les autres réagiraient. Il ne savait pas non plus jusqu'où cette décision le mènerait. Mais, en fermant la porte derrière lui, il sentit que quelque chose venait de basculer, fragile, incertain, mais irréversible. Le jardin, qui avait été un lieu de recueillement, était devenu un atelier clandestin de reconstruction. Les couleurs, disposées comme des tessons de verre, formaient à présent un chemin possible. Il s'agissait désormais d'apprendre à le suivre sans se brûler. Le lendemain, le jardin semblait avoir repris son souffle. Le soleil filtrait à travers les feuilles et sur les pots de peinture encore humides, il y avait une odeur chaude de toile neuve et de terre mouillée. Vinicius se leva tôt, comme si mettre en mouvement le jour pouvait rendre son projet plus concret. Il passa par le bureau, alluma l'ordinateur et composa des messages, chercha des contacts, consulta des calendriers d'écoles d'art, nota des dates de rentrée et des noms d'enseignants. Il voulait que tout soit prêt pour l'essai convenu. 3 mois. 3 mois pour que Marina montre que cette présence pouvait s'inscrire sans rompre l'équilibre de la maison. Marina accueillit la formalisation avec prudence. Lorsqu'il lui présenta un petit contrat, des mots simples, des horaires clairs, la garantie que les jumelles resteraient une priorité, elle le lut attentivement, retourna la feuille dans ses mains comme on fait tourner une peinture entre ses doigts pour sentir sa texture. Elle accepta, en posant encore quelques conditions, pouvoir refuser des événements publics sans justification, s'assurer d'un espace de création privé et la possibilité de réduire ses heures si les filles en avaient besoin. Vinicius nota tout. Il comprit que sa responsabilité n'était pas seulement d'ouvrir une porte, mais d'en préserver le seuil.
Les premiers jours passèrent comme une chorégraphie d'ajustement. Marina organisa des ateliers pour les filles, prit note des préférences de chacune, inventa des jeux qui mêlaient couleurs et paroles. Elle commença aussi des démarches personnelles. Contact avec une petite galerie de quartier, envoi de quelques photos de ses toiles à un réseau d'exposition collective et une série de messages échangés avec une amie d'atelier qui l'encourageait à montrer son travail. Elle travaillait le soir, après le dîner, élargissant un vocabulaire pictural qu'elle n'avait jusqu'alors évoqué qu'à voix basse. Un samedi d'automne, la petite galerie du coin organisa une exposition collective et accepta, presque sur un coup de cœur, 3 toiles de Marina. C'était une vitrine modeste, un café qui prêtait l'espace, quelques chaises, des lumières suspendues. Pourtant, ce fut là que tout commença à changer de forme. Roberto Silva, directeur d'une galerie en centre-ville, passa par hasard pour prendre un café entre 2 rendez-vous. Les toiles de Marina l'arrêtèrent. Des compositions qui mêlaient une palette terreuse à des éclats de couleurs inattendus, des gestes sûrs et une manière de rendre l'intime public sans exposer douloureusement. Il prit son téléphone, nota le nom qui figurait sur l'étiquette et fit ce qu'un professionnel fait rarement par hasard. Il appela. Le lendemain, Roberto visita la maison. Il arriva avec des questions, mais aussi avec une capacité rare à rendre simple ce qui pourrait intimider. Il parlait peu d'éloges grandiloquents. Il identifiait des éléments techniques, proposait des idées de mise en valeur, et surtout, il regardait Marina comme on regarde un peintre en train de peindre, avec la patience de qui sait attendre que la main parle. Il offrit une première exposition collective dans sa galerie, une place réservée pour un vernissage où quelques journalistes locaux seraient invités. Il parla de la possibilité d'un catalogue, de contacts universitaires, d'une commission qui pourrait, si l'accueil était bon, ouvrir d'autres portes. La nouvelle se répandit comme une brise. D'abord les voisins, puis un article dans un journal culturel régional, puis une interview courte dans une émission de radio. La visibilité bouscula les rumeurs et commença à déplacer les préjugés. Marina, qui n'avait jamais cherché la lumière, se trouva sous des projecteurs qu'elle apprit à dompter pas à pas. Elle n'était pas naïve. Elle savait que la réussite pouvait être fragile et qu'il faudrait probablement un travail constant pour la maintenir. Mais elle découvrit aussi que l'espace que l'on donne à un talent peut faire éclore des ressources jusque-là insoupçonnées. Au même moment, les tensions familiales persistèrent. Donna Marlène n'avait pas changé d'avis sur la place qu'elle jugeait convenable pour une femme comme Marina. Un après-midi, lors d'un cocktail organisé par une association locale, une rencontre mondaine où les réputations se pesaient et se mesuraient, Marlène fit une remarque audible au sujet de l'exposition. Elle parla d'inconvénients, de décorations mal assorties, de gestes inconvenants dans un salon respectable. Sa voix portait l'arrogance de qui croit tenir les règles immuables d'un monde où chacun doit rester à sa place. Les mots, prononcés devant des invités, blessaient par leur mépris à peine voilé. On sentit la chaleur monter sur le visage des jumelles. Plusieurs invités échangèrent des regards. Vinicius, qui avait appris à mesurer ses réactions pendant le deuil, comprit que cette fois, il ne pourrait rester silencieux. Il se leva, framant ses réponses, comme on cadre une toile. Il choisit des phrases nettes, sans agressivité, qui redonnaient dignité à Marina, sans transformer la conversation en scène. Il parla d'art, de choix personnels, de la façon dont la maison avait été rendue à des rires. Il parla aussi d'un principe simple, que la place de quelqu'un dans une famille ne se mesure pas à ses origines, mais à son regard sur les autres. La joute verbale fit sourciller certains, d'autres applaudirent doucement. Marlène partit sans un mot. Ce fut une rupture. La relation mère-fils qui avait si longtemps été surveillée par des codes avait maintenant un point saillant. Chacun connaissait la position de l'autre. La décision de Vinicius n'avait pas été théâtrale. Elle était sincère et elle créait une situation claire. Il soutenait la voie que Marina choisissait. Les mois qui suivirent furent un mélange d'effervescence et de travail appliqué. Marina multiplia les toiles, approfondit ses recherches formelles et gagna en assurance. Les jumelles,
invitée désormais dans les coulisses des vernissages, découvrirent le monde des encadrements, des critiques, des applaudissements feutrés. Elles regardaient leur mère avec une fierté nouvelle. Leur rire portait maintenant l'écho d'un avenir qui semblait possible. Quelques années passèrent. Les dates se marquèrent. La première exposition dans la grande galerie, 3 ans après la découverte dans le jardin. Une critique élogieuse dans un magazine culturel 1 an plus tard. Une invitation à participer à une foire nationale 2 ans après cela. Chaque étape fit croître l'institut de possibilités que représentait la maison transformée. Roberto, fidèle mentor, restait un repère professionnel. Il introduisit Marina à des collectionneurs, l'aida à construire un portfolio et lui proposa des résidences dans des ateliers partagés. Vinicius, pendant ce temps, voyait son rôle évoluer encore. Il n'était plus seulement un soutien logistique, il devint un compagnon de parcours. Le lien qui s'était tissé entre lui et Marina ne ressemblait à rien de spectaculaire. Il était fait de conversations tardives sur la peinture, de silences partagés au chevet d'une toile, de menus services quotidiens. Il y eut des gestes publics et des gestes privés. Il y eut des hésitations et des confirmations. Un soir d'hiver, devant le vieux chêne du jardin qui avait désormais des lampions accrochés pour une petite fête d'anniversaire, il prit la main de Marina et lui parla d'avenir. Il proposa une vie ensemble, sans fanfare, avec des mots qui respectaient son autonomie. Il lui demanda si elle voulait construire un foyer à ses côtés, avec ses conditions, ses garde-fous et ses espaces. Marina, qui n'était plus la femme des silences, répondit avec la même franchise. Elle accepta si on l'acceptait pleinement. Non comme aide, non comme décor, mais comme partenaire. Le mariage fut discret, intime, un après-midi de printemps dans le jardin qui les avait vus se rencontrer véritablement. Les jumelles, petites demoiselles couvertes de taches de couleur, lancèrent des pétales. Célia prépara un gâteau, et Donna Marlène, à distance, n'assista pas à la cérémonie. Le cercle qui s'était formé autour d'eux était composé d'amis proches, de voisins, de Roberto et de quelques figures du milieu artistique. La joie fut simple, presque modeste, et le monde qui les entourait semblait pour un instant apaisé. Peu après, la famille s'agrandit. Raphaël naquit un matin d'été, petit, vif, avec une manière de tenir le monde, comme s'il l'explorait déjà avec des doigts curieux. La naissance ouvrit une nouvelle période, nuit blanche, rire dans la cuisine, une maison qui se transforma à nouveau pour accueillir un enfant. Les jumelles prenaient leur rôle d'aînées avec une gravité ludique. Elles peignaient des cartes, faisaient des portraits maladroits du nouveau-né et lui inventaient des histoires sur un monde peuplé de couleurs. Avec la notoriété et le désir d'inscrire son travail dans quelque chose de durable, Marina voulut aller plus loin. Elle voulait que d'autres enfants aient l'espace que les siennes avaient eu. L'idée d'un institut prit forme à force de conversations, de rencontres et d'économies. Elle n'imaginait pas un grand édifice, mais un lieu d'apprentissage accessible, un endroit où la peinture serait un moyen d'expression et de soin, non un produit de marché. Vinicius, qui avait apprivoisé l'art de transformer les intentions en actes, proposa d'aider à structurer l'initiative. Une assemblée, des statuts, des partenariats avec des écoles, des possibilités de bourse. Ils mirent en place une petite fondation, rassemblèrent des soutiens locaux, sollicitèrent des subventions auprès d'organismes culturels et mirent en place une gouvernance transparente. La création de l'Institut Marina Ferreira fut une journée de joie tremblante. Des tables recouvertes de toiles d'enfants, des pinceaux alignés comme une armée pacifique, et la première génération d'élèves, dont une jeune fille, Julia, qui avait commencé comme élève et devint, quelques années plus tard, une des premières assistantes pédagogiques. L'inauguration fut modeste. Discours courts, musique live, une coupe de ruban et l'émotion pure des familles qui voyaient leurs enfants s'asseoir devant des chevalets. C'était le genre d'événement qui, sans faire de bruit dans le monde des grandes nouvelles, changeait la vie de ceux qui y participaient. Les succès artistiques et sociaux s'entremêlèrent. Les toiles de Marina commencèrent à voyager, à être prêtées pour des expositions et achetées par des collectionneurs qui respectaient son engagement social. L'Institut grandit lentement,
en veillant à ne pas dénaturer sa vocation. On y donnait des cours gratuits pour des enfants à faible revenu, des ateliers pour adultes en reconversion et des sessions thérapeutiques menées par des professionnels formés à l'art-thérapie. Les jumelles, devenues adolescentes, s'investirent dans l'enseignement auprès des plus jeunes. Elles trouvaient un sens à vivre leur histoire de famille dans un projet qui dépassait leur foyer. Puis vint un hiver où le rythme du monde s'accorda à une fragilité nouvelle. Marina commença à ressentir une fatigue inhabituelle, des essoufflements lors d'efforts qui autrefois lui étaient faciles. Elle attribua d'abord ces signes aux nuits de travail, au biberon, au rythme de l'institut, mais les signaux se multiplièrent, nausées passagères, vertiges, épisodes de sommeil interrompus. Elle consulta un médecin, évitant d'emblée le catastrophisme, mais acceptant la prudence. Les diagnostics cliniques furent posés avec délicatesse. Un problème cardiaque sérieux dont la nature demandait des investigations et des décisions. On parla de tests, d'un bilan, de traitements possibles. Les médecins évitèrent toute promesse hâtive. Le mot « contrôle » revint souvent. Contrôler la progression, tester une intervention, peser les risques. La famille vécut cette période comme on affronte un temps de brouillard, en se serrant les uns aux autres, en alignant gestes de soins et gestes quotidiens. Marina, fidèle à elle-même, ne transforma pas sa faiblesse en plainte. Elle continua à peindre, parfois en pause courte, parfois avec l'aide d'un ami qui la tenait par la main pour peindre les grandes compositions. Elle participa aux décisions médicales en conscience, discutant avec les médecins, avec Vinicius, avec ceux en qui elle avait confiance. Il y eut une opération envisagée, un repos prescrit, des semaines de surveillance et des mois d'espoir. Parfois, un répit rapide lui rendait l'énergie. Parfois, l'état se dégradait pour demander plus d'attention. La vie continua, entre hospitalisation brève et retour à la maison. L'Institut poursuivit son travail, la communauté se mobilisa, les bénévoles prirent des rôles plus actifs et la part financière que Marina pouvait donner décroissait au profit d'un réseau de soutien. Les enfants, eux, ne cessèrent pas de peindre. Leurs mains colorées devinrent une manière littérale de prendre soin de la fondatrice. Les jumelles, désormais adolescentes équilibrées, prenaient des tournées de permanence à l'Institut, tandis que Raphaël, petit garçon devenu un enfant espiègle, s'appliquait à dessiner des visages pour sa mère sur de grandes feuilles que l'on accrochait au mur. Les semaines firent place à des mois où l'équilibre devint un art patient. Il y eut des moments d'allégresse, une rétrospective qui reçut un petit prix, un article qui salua l'engagement social de l'Institut, et un séjour court en résidence où Marina put peindre sans interruption. Puis il y eut des journées silencieuses, où la respiration semblait compter plus que tout. À ces instants, les gestes quotidiens prirent le relief de sacre, une tasse posée, une main tenue, un rire partagé. La maison, autrefois mausolée, avait appris à alterner souvenirs et soins. Elle devenait un lieu de présence active. Un soir de printemps, alors que le jardin recommençait à s'emplir d'enfants, Marina sentit que ses forces déclinaient plus vite que prévu. Elle accepta, avec la clarté qui la caractérisait, de limiter les traitements agressifs et de privilégier la qualité du temps qui lui restait. La famille se réunit autour d'elle. Il y eut des conversations franches sur ce qu'elle souhaitait pour ses derniers jours, rester à la maison, entourée par ceux qu'elle aimait, avec la possibilité de voir l'Institut continuer son chemin. Les décisions furent prises en commun, avec respect et beaucoup d'amour. Les derniers jours furent empreints d'une douceur presque palpable. Marina, entourée de toiles, de pinceaux et des visages aimés, parlait peu, mais avec une lucidité admirable. Elle demanda que les cérémonies fussent simples, que l'Institut reste ouvert et qu'on y inscrive le nom de toutes les personnes qui avaient soutenu le projet. Elle demanda aussi que l'on peigne encore « Peignez pour moi », dit-elle un matin, la voix faible mais ferme. Les enfants peignirent, les jumelles peignirent. Raphaël, déjà capable de tenir un pinceau solide, la peignit sur une grande feuille avec des couleurs qui semblaient vouloir tenir sa chaleur. Quand elle partit, ce fut dans la maison même qui avait été le théâtre de sa renaissance et de celle de tant d'autres. Elle s'éteignit entourée,
La mort fut calme, sans drame excessif, mais portant avec elle une sensation aiguë de perte. Le deuil fut profond, plein de mots retenus et de gestes qui cherchaient à combler un vide impossible. Il y eut des larmes, des silences, des souvenirs qui s'accrochèrent à des détails, la manière dont elle tournait la palette, le bruit léger d'un pinceau sur la toile, le parfum d'un pot de médium. Les funérailles eurent lieu au jardin. Les toiles que Marina aimait furent disposées autour des chaises, comme une couronne d'images. Des enfants déposèrent des fleurs peintes plutôt que naturelles. La musique fut sobre, choisie pour sa capacité à dire merci plutôt que adieu. Plusieurs personnes prirent la parole. Amis, collègues, quelques journalistes qui avaient suivi son parcours. Ils parlèrent de créativité, de générosité, de la force tranquille d'une femme qui avait transformé son besoin en un acte de partage. Même Donna Marlène, absente des jours les plus intenses, finit par venir, et, face à la douleur évidente, la rancune se mua en un silence résigné. Après le deuil, vint le temps de la construction du souvenir. L'Institut reprit son travail avec la même énergie, mais teinté d'une gravité nouvelle. Les élèves, qui avaient connu Marina non seulement comme une professeure, mais comme une fondatrice, se mirent à peindre en sa mémoire. Leurs toiles furent accrochées dans la première salle, une sorte d'autel de couleurs. Vinicius, soutenu par amis et collaborateurs, organisa les éléments administratifs et veilla à ce que les volontés de Marina se réalisent, que l'Institut continue, que le nom soit porté, que la gouvernance reste fidèle à l'éthique initiale. Les années qui suivirent furent celles d'un héritage en mouvement. Les jumelles devinrent enseignantes reconnues, chacune dans un registre. Isabella s'intéressa à l'art-thérapie, Valentina développa des programmes pour l'introduction artistique précoce chez les tout-petits. Raphaël, adolescent, montra un regard curieux sur la peinture contemporaine et se lia d'amitié avec Julia, devenue coordinatrice pédagogique. Roberto resta un ami fidèle, organisant périodiquement des expositions au bénéfice de l'Institut. Les anciens élèves, désormais adultes, revenaient comme volontaires. Le jardin, qui avait vu les premiers coups de pinceau, redevint un lieu d'atelier. Les enfants peignaient sous des parasols, des petits chevalets étaient disposés en cercle, et la haie portait toujours l'étoile d'un ancien projet commémoratif. Les visiteurs remarquaient la façon dont la maison respirait encore, au rythme de Marina. Son nom était inscrit sur la porte d'entrée, sur un mur intérieur et sur la plaque de l'Institut. On raconta son histoire aux nouveaux élèves comme on parle d'ancêtres, non pour figer, mais pour instruire. Vinicius vieillissait, pas seulement physiquement, mais dans une sagesse qui venait de l'expérience du deuil et de la responsabilité assumée. Il continuait à être présent aux réunions de l'Institut, à signer des lettres, à participer au vernissage. Parfois, il s'asseyait au bord du jardin, observait les enfants et laissait son regard dérouler les années. Il ressentait parfois la solitude comme un écho. Parfois il trouvait dans les rires et les couleurs une compagnie suffisante pour apaiser la nostalgie. Un après-midi clair, plusieurs années plus tard, il accueillit des élèves qui venaient participer à un festival annuel de peinture organisé par l'Institut. Parmi eux, des enfants qui n'avaient aucun souvenir de Marina, à part des photos et des histoires. Ils posèrent des questions innocentes. Qui était-elle? Pourquoi a-t-elle créé l'Institut? Vinicius répondit simplement. Il parla d'un jardin, d'une femme qui avait osé peindre avec des filles en deuil, d'un geste qui avait ouvert un passage. Il ne parla pas en héros de conte, il parla en témoin fidèle. Les écoles qui avaient bénéficié des ateliers envoyèrent des vidéos montrant des élèves peignant à l'intérieur de salles de classe éloignées. Des journalistes firent des reportages sur des anciens élèves devenus artistes ou éducateurs. Des mécènes continuèrent à soutenir des bourses. L'Institut n'était pas une machine parfaite. Il avait ses défauts organisationnels, ses périodes d'efforts financiers, des disputes sur les priorités. Mais il tenait, fidèle à l'esprit d'origine, ici, la peinture était un langage pour qui avait besoin d'autre chose que des mots. Le jardin, chaque fois que les saisons recommençaient, offrait son histoire. Au printemps, des toiles fraîches séchaient aux branches.
En été, les couleurs flamboyaient sous un soleil généreux. En automne, on accrocha des petits carnets remplis de dessins. Et en hiver, la communauté se réunissait en ateliers intérieurs pour continuer à peindre. Vinicius, en traversant ces temps, se sentait parfois envahi par la présence de Marina, non comme une absence définitive, mais comme une empreinte. Il trouvait sa présence dans certaines phrases que les enfants prononçaient, dans la manière dont un professeur demandait à un élève pourquoi il choisissait telle couleur. Un soir d'été, alors que le ciel se teignait d'or et que la lumière faisait vibrer les pigments, il se plaça devant une toile laissée à moitié achevée. Les enfants jouaient autour, les jumelles veillaient sur une classe, et Raphaël expliquait à un groupe comment mélanger les teintes. Vinicius prit un pinceau lentement et posa un geste. Ce geste fut sans prétention, mais il portait la mémoire de tant de mains qui, autrefois, avaient ressuscité le rire du jardin. Il peignit un petit point noir au centre d'une composition lumineuse, un clin d'œil au premier dessin que, des années plus tôt, il avait contemplé dans le carnet de Marina. Il se retourna, observa la vie qui se déployait et dit à voix basse, comme une déclaration qui n'avait pas besoin d'être entendue par un grand public, mais seulement par ceux présents, « Marina habite dans ce que nous plantons et entretenons. » Le jardin, plein d'enfants et de couleurs, sembla être la réponse vivante à cette phrase. Si cette histoire vous a touché, dites-nous dans les commentaires quel personnage vous a le plus ému, et partagez-la avec quelqu'un qui croit au pouvoir de la peinture pour réunir les cœurs.